Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Après 3 semaines de pause, je reviens pour les traditionnelles vidéos de début d'année où je vous fais mes bilans de mes coups de cœur, des livres que j'ai envie de lire pour l'année à venir. Et aujourd'hui, on va faire la première vidéo qui est ma vidéo bilan de l'année 2020 ainsi que ma présentation de mes coups de cœur, de mes meilleures lectures de cette année. Il y en a eu quand même quelques-unes. Tout d'abord, je vous souhaite une excellente année 2021, que ce soit au niveau personnel, professionnel, mais aussi au niveau de vos lectures. Donc pour cette vidéo, je vais commencer par mon petit bilan, mes petites statistiques de cette année. Je n'ai pas fait de comparatif avec les années précédentes, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos de 2019, 2018, etc. pour faire un petit comparatif si ça vous intéresse. Mais je vais vous dire combien de livres j'ai lus, combien de pages de sagas que j'ai terminées, etc. Et ensuite on passera au coup de cœur. Je me suis donc munie de mon petit carnet de lecture. Cette année, je m'étais fixée comme objectif sur Goodreads, le challenge Goodreads où il faut mettre un nombre de livres à lire par an, 60 livres, et j'en ai lu 58, donc je n'étais pas loin de mon objectif. Je n'ai pas eu beaucoup de temps pendant cette fin d'année pour lire, mais je suis très contente et je sais que je serai capable de lire 60 livres l'année prochaine. Ces 58 livres, sur ce total, j'ai lu 40 livres de ma pile à lire, le reste ce sont souvent des services presse, et j'ai lu au total 18 537 pages. Cela peut paraître peu par rapport à d'autres booktubeurs qui lisent une centaine de livres par an, mais moi ça me convient très bien. Je suis vraiment très contente du nombre de livres que j'ai pu lire cette année et j'espère sincèrement remplir le même challenge l'année prochaine. Pour ce qui est de ma pile à lire, au début de l'année 2020, ma pile à lire était à 159 livres et à la fin de l'année, elle était à 164. Donc ça veut dire que je me suis quand même concentrée sur ma pile à lire un peu plus cette année. J'ai quand même continué à acheter, mais j'ai quand même beaucoup moins acheté de livres puisque j'ai ajouté 60 livres à mes bibliothèques dans l'année, dont 12 services presse. Donc je suis assez contente finalement parce que j'avais des chiffres qui étaient beaucoup plus gros dans les années précédentes et je compte le réduire encore une fois cette année en me concentrant sur d'autres achats, sur des achats encore plus raisonnés, mais en tout cas je suis contente finalement de ne pas avoir explosé ma pile à lire cette année qui est encore toujours énorme, mais je compte faire quand même un unhaul dans les mois à venir parce qu'il y a quand même beaucoup de livres qui ne me tentent plus dans mes bibliothèques, donc on verra ça dans une autre vidéo. Enfin côté saga, et cette fois-ci je vous ferai aussi une vidéo sur mon update saga, histoire de faire ça avec un peu plus de détails, mais cette année j'ai commencé 7 sagas, j'en ai continué 10 et j'en ai terminé 3, alors je n'en ai pas beaucoup terminé mais j'en ai quand même beaucoup continué et ça c'est une excellente nouvelle, donc j'ai pas mal de sagas finalement à terminer pour l'année 2021 parce que j'ai pu avancer pendant l'année 2020, donc ça c'est aussi une bonne nouvelle. Voilà un peu pour mes statistiques et on va passer sûrement à la partie qui vous intéresse le plus, qui sont mes coups de cœur de l'année. Le premier coup de cœur que j'ai eu cette année, il s'agit de Parer pour percer de Angie Thomas aux éditions Nathan. Donc il s'agit du premier livre, un des premiers livres que j'ai lu dans l'année et qui a été un énorme coup de cœur. J'avais déjà eu une excellente lecture avec The Hate to Give de la même autrice que vous connaissez sûrement. Parer pour percer, cette fois-ci on se concentre sur le personnage de Brie qui est une jeune adolescente de 16 ans qui a une passion pour le rap. C'est une très bonne rappeuse et elle tient notamment cette passion de son père qui était un grand rappeur dans sa ville et qui a été assassiné lors d'une guerre de gang. Elle le fait donc par passion pour s'occuper, elle aime beaucoup faire des battles de rap notamment, et un jour sa mère va perdre son emploi et elle va se faire expulser on va dire de sa maison avec sa mère et son frère, et c'est à ce moment là qu'elle va décider que le rap ne serait pas seulement une passion mais elle va essayer de sauver sa famille à travers le rap. C'est une histoire que j'avais beaucoup appréciée à l'époque, je m'en souviens encore aujourd'hui, j'avais beaucoup aimé l'aspect créatif de Angie Thomas qui a écrit des chansons de rap en fait dans son livre. Brie était un personnage qui m'avait beaucoup plu, qui m'avait apporté énormément d'émotions. Encore une fois, on ne parle pas forcément que de rap dans ce roman, mais aussi de la thématique du racisme qui était extrêmement importante. Donc si vous avez lu The Hate to Give, je vous recommande de lire Parer pour percer, et je ne vais pas vous faire un gros développement sur mon avis sur ce livre puisque je l'ai déjà donné dans une vidéo, donc évidemment tous mes avis sur mes coups de cœur vous les retrouvez en barre d'infos avec les
les vidéos affiliées. On continue avec un deuxième livre, cette fois-ci ce n'est pas un livre de fiction, avec Why I'm No Longer Talking to White People About Race de Reni Eddo-Lodge, un livre qui a beaucoup fait parler de lui, que j'ai lu quelques semaines avant la montée du mouvement Black Lives Matter suite aux assassinats aux États-Unis. J'ai lu ce livre qui a été une énorme claque, ça faisait déjà plusieurs années que j'en entendais parler. Reni Eddo-Lodge, c'est une journaliste qui a donc écrit sur le racisme, ici plus principalement au Royaume-Uni, mais elle parle aussi du système racial, qui est un système qu'on retrouve dans d'autres pays développés, notamment les États-Unis, mais aussi en France. C'est donc un sujet qui m'a énormément plu, ça a été une première plongée dans le sujet du racisme, autre que ce qu'on apprend à l'école, et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Je me suis pris une claque, ça m'a permis de me remettre en question et je me remets encore en question aujourd'hui. J'ai lu d'autres ouvrages dans l'année sur cette thématique, mais c'est celui qui m'a quand même le plus marqué et je continue encore à le faire. Donc si c'est une thématique qui vous intéresse, que vous voulez vous éduquer un peu plus et déconstruire cette éducation qu'on a eue notamment dans notre pays, je vous invite sincèrement à lire ce livre et je vous mets évidemment mon avis plus détaillé en barre d'infos. Sur une note plus légère, j'ai aussi eu un coup de cœur pour le 3e tome d'une saga jeunesse fantastique. Il s'agit de Gardien des Cités Perdues de Shannon Messenger, ici Le Grand Brasier. C'est une saga dont j'avais eu un coup de cœur pour le 1er tome, le 2nd tome avait été une excellente lecture mais n'avait pas atteint le coup de cœur, et le 3e tome évidemment a été un énorme coup de cœur. J'ai adoré cette histoire, retrouver les personnages de Sophie, de Fitz et ses autres amis. C'est une histoire qui fait avancer énormément l'intrigue principale, il y a énormément d'action, ça se lit très bien, ça se dévore. J'avais pour objectif de lire le 4e tome en 2020. Je ne l'ai pas fait malheureusement, mais je le ferai sûrement en 2021 et j'espère pouvoir continuer au maximum cette saga dans les années à venir, parce que c'est un univers que j'apprécie énormément, qui est bourré d'imagination, de magie et de créatures que j'aime beaucoup. Je vous le recommande si vous avez aimé Harry Potter, si vous avez aimé Nevermore notamment. C'est une saga jeunesse qui pour moi a autant de succès et a une imagination aussi débordante que ces grandes sagas jeunesse que l'on connaît aujourd'hui. On part cette fois-ci sur de l'historique young adulte avec Hôtel Castellana de Rita Sepetys, un autre service presse que j'ai reçu des éditions Gallimard Jeunesse, que je remercie beaucoup parce que j'ai adoré ce roman. Ici on est en 1957, on va suivre un jeune photographe américain qui s'appelle Daniel Matheson et qui vient en Espagne en 1957 pour voyager et notamment faire de la photographie avec ses parents, et il va rencontrer dans son hôtel, l'hôtel Castellana, une jeune fille qui s'appelle Anna et qui elle est espagnole et qui vit sous la dictature de Franco, et il va découvrir une histoire beaucoup plus lourde que cet aspect festif et espagnol qu'on lui présente en tant que touriste, et il va apprendre à découvrir ce qui se passe derrière, dans les coulisses de cette dictature, et pour les Espagnols de manière générale. S'ensuit une histoire d'amour mais aussi un roman historique principalement, avec beaucoup d'action. C'est un roman que j'ai adoré parce que ça m'a permis d'en découvrir beaucoup plus sur cette dictature dont on entend finalement peu parler comparé à notamment Hitler par exemple. C'est un roman qui m'a appris énormément de choses, qui est extrêmement bien documenté, qui m'a permis de découvrir la plume de Rita Sepetys que j'ai adorée. Voilà, une plume très travaillée, poétique, qui a réussi à me transporter sur plus de 500 pages dans une histoire complètement rocambolesque, des personnages principaux qui sont extrêmement attachants, qui nous apportent énormément d'émotions, une histoire d'amour qui j'ai trouvé tenait le coup honnêtement et qui m'a beaucoup émue aussi. Donc si vous avez lu du Rita Sepetys mais que vous ne vous êtes pas encore lancé dans Hôtel Castellana, faites-le, et si cette autrice vous intéresse, je pense sincèrement vous pouvez commencer par ce roman puisque je le trouve parfait pour rentrer dans cette histoire un peu étrange et dure qu'est la dictature espagnole. Dans un tout autre registre, j'ai eu aussi un coup de cœur pour un court ouvrage, une lettre plus particulièrement, qui est Vous n'aurez pas ma haine de Antoine Léris. Ici il s'agit voilà, d'un court ouvrage qui fait environ 150 pages, qui se lit extrêmement rapidement mais qui a été une véritable claque. Ici Antoine Léris a écrit une lettre notamment suite à l'assassinat de sa femme au Bataclan en 2015 lors des attentats terroristes. C'est un livre, une histoire, une lettre qui est absolument déchirante et pourtant elle est pleine d'espoir, de douceur, et voilà, c'est un livre qui m'a énormément émue, que je relirai peut-être un jour quand je me sentirai peut-être, on sera dans un monde peut-être un peu plus calme, mais c'est un livre qui m'a apporté énormément d'émotions aussi en à peine quelques pages, qui a réussi à me tirer des larmes, ce qui est assez rare quand je lis des livres, et
surtout sur un aussi court ouvrage. Antoine Léris, voilà, il a mis son cœur dans cette lettre. C'est une lettre que vous pouvez retrouver sur internet aussi, mais si vous l'achetez c'est aussi bien. Mais je vous la recommande beaucoup si vous cherchez quelque chose qui est poignant et pourtant extrêmement touchant et poétique à la fois. Je vous la recommande énormément si elle vous intéresse, mais c'est un ouvrage qui m'a énormément marqué et dont je vais me souvenir encore plusieurs années, je pense. On passe cette fois-ci à de la fantasy avec un premier tome d'une trilogie qui a reçu de multiples trophées, de multiples prix littéraires. Il s'agit des livres de la Terre fracturée, donc le premier tome, la 5e saison de N.K. Jemisin. Ici c'est un livre qui m'a énormément marqué, notamment par l'univers. Ici on est dans un monde, une Terre qui subit des catastrophes nucléaires en permanence, des cataclysmes, des nuits interminables, etc. Des volcans, des séismes, bref, toute la panoplie des catastrophes naturelles. Et sur cette terre, donc notre terre, vivent des humains et des orogènes qui ont ces pouvoirs magiques qui sont de contrôler ces événements naturels, de les gérer, mais au lieu d'être encensés, finalement ils doivent se cacher et cacher leurs pouvoirs qui sont considérés comme dangereux malgré la situation de la planète à ce moment-là. Et on va suivre un personnage principal dont le mari va découvrir que sa femme est une orogène, va décider de tuer, d'assassiner leur petit-fils de 3 ans et va s'enfuir avec leur fille. On va donc suivre cette femme qui est notre personnage principal qui va décider de partir à la recherche de sa fille et de son mari pour se venger. C'est donc une sorte de course-poursuite dans ce premier tome où on découvre un personnage extrêmement intéressant. Il y a une temporalité dans ce roman qui est très intéressante aussi, qui est surprenant. C'est un roman qui m'a surpris et ça faisait longtemps qu'un roman de fantasy ne m'avait pas surprise autant. Il y a des sacrés retournements de situation, un univers qui est extrêmement bien construit, qui est solide et qui pourtant on a le droit à des parts de mystère dans ce premier tome, donc on a vraiment envie d'en savoir plus dans le 2e et le 3e tome de cette trilogie. Une écriture qui m'a plongée dans cet univers, qui a réussi à totalement m'immerger, et voilà une fin qui m'a donné qu'une envie, c'est d'avoir le second tome que j'espère pouvoir lire cette année, et pourquoi pas enchaîner directement avec le 3e tome. En tout cas c'est une saga, je comprends pourquoi elle a eu autant de trophées, autant de prix littéraires. Je vous la recommande énormément si vous commencez un peu à tourner en rond dans la fantasy un peu classique, peut-être médiévale, n'hésitez pas sincèrement à vous lancer dans cette saga. L'avant-dernier livre de ces coups de cœur, il s'agit de Rebecca de Daphné du Maurier. Je vous en ai parlé assez récemment sur la chaîne dans mes derniers updates lecture. C'est un livre que j'ai lu au mois d'octobre ou de novembre, que j'ai absolument adoré. C'est un classique de la littérature gothique. Ici nous sommes à Manderley, qui est un manoir assez majestueux, et on va suivre le personnage de Madame de Winter qui vient de se marier à Maxime de Winter, un veuf qui est extrêmement connu partout et qui va donc accueillir sa nouvelle femme, Madame de Winter, dans ce manoir de Manderley. Mais dans ce manoir règne encore le fantôme, la présence de l'ex-femme de Maxime qui est Rebecca. J'ai pas forcément envie de vous en dire plus parce qu'il n'y a pas plus à en dire, mais c'est un roman assez incroyable par son ambiance qui est extrêmement mystérieuse, qui est... on ne peut s'empêcher de plonger dans cette histoire, dans ce manoir qui a un aspect très étrange. Ces personnages qui sont assez caricaturaux par moments, d'autres fois très profonds. On voit une certaine évolution du personnage principal à travers ce roman que j'avais beaucoup aimé. C'est des personnages qui je trouve nous restent en tête. J'ai beaucoup aimé aussi de l'écriture de Daphné du Maurier qui alterne des descriptions extrêmement poétiques et qui colle finalement à l'atmosphère du gothique, avec finalement pas mal d'actions. Je m'attendais pas à autant de rebondissements, à autant d'actions, et finalement j'ai été servie dans ce roman. J'ai beaucoup aimé aussi la fin. C'est un livre que je vous recommande. J'ai notamment vu l'adaptation de Netflix qui pour moi n'est clairement pas à la hauteur, même si c'est une adaptation sympathique, mais le livre vaut largement plus, et j'ai hâte de découvrir d'autres romans de cette autrice en 2021. Et enfin, on termine ce tour des coups de cœur avec mon dernier coup de cœur en date, dont je
je ne vous ai pas encore parlé puisque je l'ai lu au mois de décembre. Il s'agit du premier tome d'une autre saga jeunesse qui est Nevermoor, The Trials of Morrigan Crow de Jessica Townsend. Ici je l'ai lu en anglais mais normalement il est sorti en français aux éditions Pocket Jeunesse. C'est un roman jeunesse que j'ai énormément adoré, encore une fois puisqu'on va suivre le personnage de Morrigan Crow qui est à l'aube de ses 11 ans si je ne me trompe pas, et est affublée d'une malédiction depuis qu'elle est née, c'est-à-dire que tout ce qu'elle touche, regarde, limite quand elle respire, tous les maux de la ville dans laquelle elle vit sont dus à cette malédiction apparemment, et tout ce qu'elle fait peut engendrer des catastrophes. Forcément, dans cet univers, lorsqu'on a une malédiction comme ça, qu'on est un enfant maudit, on meurt souvent à l'aube, à quelques jours de ses 11 ans, un jour particulier dont je ne me souviens pas du nom. Mais ce jour arrive et Morrigan s'attend à mourir à tout moment, sauf qu'un étrange homme va venir la chercher et va l'emmener à Nevermoor en lui disant qu'elle est destinée à bien plus. Et c'est là qu'on découvre un monde de fantasy assez incroyable que j'ai énormément aimé, qui a énormément d'imagination, avec un hôtel assez incroyable, des personnages hauts en couleur. C'est un roman qui a réussi à me bercer dans cette période un peu de Noël. C'était un roman parfait pour la période qui m'a fait énormément de bien. J'ai dévoré cette histoire. J'ai énormément aimé le personnage de Morrigan Crow, mais aussi beaucoup les personnages secondaires. L'univers est dingue, il y a beaucoup d'action aussi dans ce premier tome et la fin me donne très envie de lire la suite. Notamment le deuxième et troisième tome sont sortis si je ne me trompe pas. J'ai aussi beaucoup aimé la plume de Jessica Townsend qui ne tombe pas dans une plume trop jeunesse. Il y a quand même du travail au niveau de la plume et du vocabulaire et ça j'ai beaucoup aimé. Il y a aussi du vocabulaire spécifique à cet univers. Bref, c'est un roman jeunesse que je vous recommande énormément aussi, autant que Gardien des Cités Perdues, et j'ai hâte de lire la suite cette année. Voilà tout le monde, je fais le tour de mes coups de cœur de l'année 2020. N'hésitez pas à me donner les vôtres en commentaire, je serais ravie d'avoir des recommandations livresques pour l'année 2021. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu, je vous souhaite encore une excellente année 2021 et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!